Bon, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du petit poucet. Tu sais, c'est une histoire qui fait un peu peur, mais ça reste une histoire inventée. J'espère que tu n'auras pas trop peur. Allez, c'est parti. Le petit poucet. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en avait pas moins de 2 à la fois. Ils étaient fort pauvres, et leurs 7 enfants leur posaient beaucoup de problèmes parce que aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Il prenait pour de la bêtise, ce qui était en fait une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce. C'est pourquoi on l'appela le petit poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus malin de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il arriva une année très fâcheuse, pendant laquelle la famine fut si grande que ces pauvres gens décidèrent d'abandonner leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés, et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de tristesse, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne veux pas les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis décidé de les emmener se perdre demain au bois, ce qui est très facile, car, pendant qu'ils ramasseront du petit bois, nous n'aurons plus qu'à nous enfuir, sans qu'ils s'en aperçoivent. » « Ah !» s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu toi-même mener tes enfants se perdre ?» Son mari avait beau lui rappeler leur grande pauvreté, elle ne pouvait se résoudre à les perdre. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, imaginant sa douleur de les voir mourir de faim, elle accepta. Et elle alla se coucher en pleurant. Le petit poucet avait tout entendu depuis son lit, et il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabeau de son père pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit pas de la nuit, réfléchissant à ce qu'il devait faire. Le lendemain, il se leva très tôt et alla au bord d'un ruisseau pour remplir ses poches de petits cailloux blancs. Il revint ensuite à la maison. Tout le monde partit, mais le petit poucet ne dit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse, où à 10 pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser du petit bois pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux tout doucement, et puis s'enfuirent tout d'un coup, par un petit chemin caché. Lorsque les enfants découvrirent qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet les laissait crier, sachant bien qu'il saurait revenir à la maison, car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin tous les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « N'ayez pas peur, mes frères, mon père et ma mère nous ont abandonnés ici, mais je vais vous ramener à la maison, suivez-moi seulement. » Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord pas entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Quand le bûcheron et la bûcheronne étaient revenus chez eux, le seigneur du village leur avait envoyé 10 écus, une belle somme d'argent qu'il leur devait depuis très longtemps, et que le bûcheron et la bûcheronne ne pensaient jamais récupérer. Cela les rendit trop heureux, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sa femme chez le boucher. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de viande, elle acheta 3 fois plus qu'il n'en fallait pour le souper de 2 personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit « Hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants? Ils seraient si contents de manger ce qu'il nous reste là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui as voulu les abandonner. J'avais bien dit que nous le regretterions. Que font-ils maintenant dans cette forêt? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir abandonné ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait pas. Ce n'est pas que le bûcheron ne fut peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui cassait la tête
et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui trouvent très énervantes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était tout en pleurs. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» Elle le dit une fois si fort que les enfants qui étaient derrière la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et elle leur dit en les embrassant « Que je suis heureuse de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien fatigués et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comment tu es tout crotté? Viens que je te débarbouille. » Ce Pierrot était son fils aîné, qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rouquin et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt, en parlant presque toujours tous ensemble. Ces pauvres gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux, et cette joie dura tant qu'il y avait assez d'argent. Mais lorsque l'argent fut tout dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin, et décidèrent de les perdre encore, de les mener bien plus loin que la première fois. Le Petit Poucet les entendit de nouveau, et se décidait une nouvelle fois d'aller ramasser de petits cailloux blancs, mais cette fois, ce fut impossible, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait pas quoi faire lorsque sa maman, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour les déjeuner, il se dit qu'il pourrait se servir de son pain, au lieu des petits cailloux, en rejetant les miettes le long des chemins où il passerait. Il serra donc très fort le pain dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y firent arriver, ils gagnèrent un sentier caché et les laissèrent là tout seuls. Le Petit Poucet n'était pas inquiet, parce qu'il croyait retrouver facilement son chemin, grâce au pain qu'il avait semé partout où il était passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. Les voilà donc bien désespérés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit tomba, accompagnée d'un grand vent qui leur faisait une peur épouvantable. Ils croyaient entendre de tous côtés des hurlements de loups qui venaient vers eux pour les manger. Ils n'osaient presque pas parler ou tourner la tête. Alors survint une grosse pluie, qui les transperça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, se relevaient tout crottés, ne sachant plus quoi faire de leurs mains. Le Petit Poucet grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous les côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères, du côté où il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, après beaucoup de frayeur, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient en contrebas. Ils frappèrent à la porte, et une femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le Petit Poucet lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à dormir chez elle par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?» « Hélas, madame, lui répondit le Petit Poucet, qui tremblait de toutes ses forces comme ses frères, que ferons-nous? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit, si vous ne voulez pas nous recevoir chez vous. Et puis, nous préférons que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les emmena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le dîner de l'ogre. Comme ils commençaient à se réchauffer, ils entendirent frapper 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les cacha sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le dîner était prêt et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche.
Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens de préparer que vous sentez. Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. Il y a ici quelque chose que je ne comprends pas. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Ah, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais à quoi il tient que je te mange aussi. Tu as de la chance d'être une vieille bête. Voilà 7 garçons qui arrivent à point pour nourrir 3 de mes amis ogres qui doivent venir me voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit, l'un après l'autre. Les pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce seraient là de délicieux morceaux lorsque l'on aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et, en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà attrapé un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?»« Vous avez encore là tant de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur bien à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. » La bonne femme fut soulagée et leur porta bien à dîner. Mais ils n'avaient pas faim, tellement ils avaient peur. L'ogre, lui, il se remit à boire, ravi de quoi si bien satisfaire ses amis. Il but une 12aine de verres de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui fit tourner la tête et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient tout le teint fort beau, parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu, et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits-enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure, et elles étaient toutes les 7 dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les 7 petits garçons, après quoi elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, avait peur aussi que l'ogre ait des remords de ne pas les avoir égorgées dès le soir même, et qu'il vienne dans la nuit les égorger. C'est pourquoi il se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, il alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose se passa comme il l'avait pensé, car l'ogre, s'étant éveillé vers minuit, regretta d'avoir reporté au lendemain ce qu'il pouvait faire le soir même. Il se jeta donc brusquement hors du lit et il prit son grand couteau. « Allons voir, dit-il, comment se portent nos petits visiteurs. » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre sentit les couronnes d'or. « Vraiment, dit-il, j'allais me tromper. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite vers le lit de ses filles, où, ayant senti les petits bonnets des garçons, « Ah, les voilà, dit-il, nos gaillards. Travaillons hardiment. » En disant ces mots, il coupa sans le savoir, sans balancer, la gorge de ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller rapidement et de les suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme : « Va-t'en là-haut habiller ces petits garnements d'hier au soir. » L'ogresse fut étonnée de la bonté de son mari, croyant qu'il lui ordonnait d'aller les habiller. Elle monta en haut, où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées et nageant dans leur sang.
Elle s'évanouit. L'ogre, inquiet que sa femme ne fût trop longtemps à faire le travail dont il l'avait chargée, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait là » s'écria-t-il. « Ils me le payeront, les malheureux, et tout à l'heure !» Il jeta aussitôt un seau d'eau sur le visage de sa femme, et l'ayant fait reprendre connaissance, « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous les côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient ces pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait les rivières aussi facilement qu'un ruisseau. Le petit poucet vit un rocher creux, proche du lieu où ils étaient. Il cacha ses 6 frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre faisait. L'ogre, qui était très fatigué du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent beaucoup, voulut se reposer. Et par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps, et commença à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants eurent aussi peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit poucet avait moins peur et dit à ses frères de s'enfuir rapidement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort. Ils lui firent confiance et gagnèrent vite la maison. Le petit poucet, s'étant rapproché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent parfaites à ses pieds et à ses jambes, comme si elles avaient été fabriquées pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouvera la femme qui pleurait auprès de ses 7 filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. » Quand il lui tenait le poignard sur la gorge, l'ogre m'a aperçu et m'a prié de venir vous avertir et de vous dire de me donner tout ce qui l'a comme argent, sans en rien retenir, parce qu'autrement, ils le tueront sans remords. Comme c'est urgent, il a voulu que je prenne ses bottes de 7 lieues pour aller vite et pour que vous croyiez que je dis vrai. La femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre était un gentil mari, même s'il mangeait les enfants. Le petit poucet, ayant donc récupéré toutes les richesses de l'ogre, revint au logis de son père, où il fut reçu avec beaucoup de joie. Il y a bien des gens qui prétendent que le petit poucet n'a jamais volé cet argent à l'ogre. Ils disent que lorsque le petit poucet a chaussé les bottes de l'ogre, il est parti voir le roi, car il savait que le roi était sans nouvelles de son armée qui était à 200 lieues de là. Il alla, disent-ils, trouver le roi pour lui dire que, s'il le souhaitait, il lui rapporterait des nouvelles de son armée avant la fin du jour, et le roi lui aurait promis une grosse somme d'argent s'il ramenait des informations. Le petit poucet aurait rapporté des nouvelles dès le soir même. Il aurait gagné alors tout ce qu'il voulait, car le roi le payait largement pour porter ses ordres à son armée. Beaucoup de demoiselles aussi lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leur fiancé, et ce fut là son plus grand gain. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de coursier et avoir gagné beaucoup d'argent, il revint chez son père, où vous imaginez la joie qu'on eut de le revoir. Il mit toute sa famille à l'abri du besoin. Moralité. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. À bientôt.